Bon, c'est cette jeune qui accepte pas, hein. En gros, parce que bon, simplifions, quand les Allemands arrivent à Quimper, elle n'accepte pas. Hein, voilà. Bon. Et bon, le fait qu'elle soit allée en Allemagne, etc. Bon, elle a vu un peu ce qu'étaient les jeunesses nazies, etc. Ça, c'est lui insupportable. Bon, après, bon, elle rencontre Madeleine Métayer, hein, qui est une Brestoise, hein, qui l'intègre au réseau. Bon, et elle prend sa place. Et effectivement, la boutique devient une plaque tournante. Hein. Ça, je trouve que enfin, on peut visualiser ça, quoi. C'est pas très compliqué. Et son rôle, c'est vrai que ça va être plutôt de dire, si à nous qui sommes farouchement anti-nazis, il y a sûrement des Allemands qui étaient déjà des anti-nazis quand ils étaient en Allemagne, hein, et quel lien on peut avoir. Et donc elle est une des chevilles ouvrières de ce travail, hein, c'est absolument net, avec le rôle des auberges de jeunesse, hein, dire bon, je trouve que ça c'est très très important, le fait de dire voilà, les lieux où on choisit, où on est, enfin on n'obéit pas. Ça, je trouve que c'est très fort dans leurs idées. C'est-à-dire, on n'est pas des gens, on n'est pas des obéissants. Hein. On est, alors, peut-être que c'est des séries, peut-être que plus structuré, etc. Mais c'est fondamentalement de dire voilà, on discute et on choisit. Et puis après, bon, ce qui l'amène quand même à Ravensbrück, hein, avec d'autres, hein, il y a une autre, ils sont à trois femmes de Brest, enfin deux femmes de Brest avec à Ravensbrück. Les trois vont revenir d'ailleurs, alors que Dora et Buchenwald va entraîner plusieurs morts. Donc là aussi, c'est quelque chose qui est terrible, c'est-à-dire les retours, les retrouvailles. Hein, on revient jamais indemne des camps de concentration. Hein, c'est d'abord il y a une fatigue physique, les gens sont écrasés, hein, et et puis après, ben, il faut reprendre dans la normalité à quelque chose de très compliqué. Par rapport au travail historique que j'ai fait, euh, je pense que le fait que vous soyez aussi à Quimper, je pense que Eliane Ronel, quand après a pris le nom de son mari, Eliane Berthomé, est quelqu'un qui est intéressant comme trajectoire. Hein. C'est-à-dire, je trouve que enfin, moi, j'imaginerais assez facilement qu'il soit possible de faire quelque chose autour de ce choix. Son choix, c'était effectivement d'être d'abord bon, elle est née elle est née, je sais plus, Eliane, je crois qu'elle est née en 21. Elle était née en 21 ou en 22. Bon, faut que je revérifie. Et bon, elle était aux auberges de jeunesse. Hein. Elle a travaillé assez jeune et donc elle a cette expérience de partir visiter l'Allemagne en 39, en 38. Et elle visite l'Allemagne, notamment à vélo, hein, et elle est effrayée par ce qu'elle voit en Allemagne. Bon, les jeunesses SS, etc. Enfin bon, c'est quelque chose qui, bon, après, à son retour, elle va pour moi, évidemment, comme tout le monde, elle réfléchit à ce qui se passe, etc. Et quand la guerre, pas que la guerre est déclarée, parce que la guerre est déclarée dès septembre 39, mais quand à l'invasion allemande, elle se dit que c'est pas possible que les murs de Quimper soient recouverts d'affiches à la gloire des nazis, et parce que son grand-père lui a acheté qui était imprimeur, lui a acheté une petite machine à faire des affichettes. Alors, je sais pas quel type de machine. Elle va coller sur les affiches allemandes des affiches prenons la résistance. Hein. Et bon, donc de façon très très personnelle. Et c'est alors qu'elle travaille, parce qu'après elle va travailler avec sa mère, hein, elle va être modeliste, hein, donc elle va être modiste ou modeliste, on dit, je sais plus comment on dit. Je pense que c'est rue du Chapeau Rouge à Quimper. Euh, c'est une personne de Brest, hein, qui va la rencontrer, qui va lui dire, bah, tu pourrais peut-être faire plus.
hein, tu pourrais peut-être faire plus et finalement t'engager activement dans la résistance. Et le type de résistance qu'on lui a proposé, c'est aussi un type de résistance qui est quand même assez original, hein, qui est un petit peu celui qu'avec Henri on a présenté à Quimper. C'est une résistance qui refuse de mettre dans le même sac le peuple allemand et les nazis, hein, qui fait bien la différence, hein, qui considère que si les nazis sont l'adversaire euh, total, hein, le peuple allemand est aussi une victime et il y a aussi dans le peuple allemand des Allemands qui sont contre cette guerre. Et elle adhère à ces idées-là, hein, et elle va accepter de s'engager, alors avec des responsabilités qui vont lui tomber sur le dos tout de suite. Alors une responsabilité qui est très simple, c'est que comme son travail l'amène à aller souvent à Paris, hein, pour voir des collections, des modes, etc., etc. Et donc, comme elle va souvent à Paris pour son boulot, on lui propose de d'utiliser ses déplacements pour ramener des journaux clandestins, des tracts, etc., etc. Et la boutique du Chapeau Rouge à l'étage va devenir un petit peu un lieu de stockage pour le Finistère, hein. Et bon, il y a un jeune de Brest qui s'appelle Gérard Trévien qui a ses grands-parents qui sont à Quimper, donc c'est lui qui récupère. Il y a aussi une personne, on ne va pas dire un vieux, mais quelqu'un qui a au moins 28 ans, donc par rapport à des jeunes de 20 ans, c'est considérable, hein, qui s'appelle Alain Lezem, qui lui a une vieille expérience et qui est pas très loin de Châteaulin, je me souviens plus quelle ville. Et donc, enfin, vraiment, la maison, le magasin devient un petit peu une plaque tournante. Euh, aussi en allant récupérer du matériel clandestin fait par ce petit groupe. Qu'elle va d'ailleurs rencontrer celui avec qui elle partagera sa vie, c'est Henri Berthomé, puisque Henri Berthomé, qui a, je crois qu'ils ont le même âge, qui est originaire de Rezé, une petite ville à côté de Nantes, a son père qui est cheminot, donc il peut prendre le train des tarifs préférentiels. Et donc c'est le choix qui va être fait par le groupe de Nantes d'envoyer Henri et son frère Georges récupérer le matériel. Donc ils se sont rencontrés. Alors l'histoire ne dit pas, je ne sais pas quel type de relation ils ont eu. Enfin ça c'est quand même du domaine privé. Et et là commence une activité de résistance un peu active qui articule deux choses. S'adresser globalement, on va dire, au monde du travail, hein, pour leur dire, vous pouvez pas accepter le sort qui vous est fait, et même s'il y a la guerre, le fait aujourd'hui, enfin, en gros, notamment dans les grandes entreprises, le patronat n'a pas beaucoup d'état d'âme, hein. Il vous exploite de la même façon qu'avant l'invasion nazie, et même eux, la plupart des grandes entreprises, de fait, travaillent avec l'occupant allemand, hein. Donc ça, c'est un des aspects importants de dire aux salariés qu'il va falloir qu'ils se remuent, hein, s'ils veulent pouvoir tout simplement vivre de leur travail. Et c'est vraiment une incitation à une activité syndicale, etc. Alors sur Quimper, je crois que c'était très faible. C'est sur Brest et Nantes surtout que ça existait. Et puis l'autre, c'est de se dire comment on pourrait toucher et c'est ça qui est quand même très singulier dans l'expérience. C'est comment on pourrait s'adresser à des militaires allemands en considérant qu'il y a certainement des nazis parmi eux, mais qu'il y en a certainement qui sont là parce qu'ils ont été désignés comme bon. Et euh, bon, c'est vraiment ça, une réflexion qui se fait. Et bon, alors là, on arrive dans la deuxième période de la guerre, qui est à la fois celle où la répression est la plus forte, mais en même temps où l'espoir d'une victoire contre les nazis grandit, hein, parce que c'est fin 42, début 43, et avec un troisième élément qui est vraiment essentiel, c'est que l'Allemagne manque de bras, et il y a vraiment c'est là qu'il y a la décision de convaincre le maximum, enfin bon, de convaincre, d'imposer aux jeunes d'aller travailler en Allemagne, hein, pour les Allemands, pour remplacer globalement les personnes qui sont mobilisées. Donc là, ça entraîne un climat
euh, d'hostilité. Enfin, en gros, les jeunes ne veulent pas aller bosser en Allemagne. Hein, ils veulent pas aller travailler pour les nazis. Et donc, il y en a plein qui vont se planquer, etc., etc. Donc, il y a différents stades, mais peut-être que vous avez vu ça. Au début, on conseille, puis après, on impose, et puis après, il y a une loi. En gros, on mobilise les jeunes de 20-21 ans. Et donc ça touche tous les groupes et ces groupes sont des groupes très jeunes. C'est des groupes qui ont entre 20 et 20, 18 et 20 ans, 21 ans. Et en 43, en mars 43, il y a 5 personnes de Nantes, dont 2 qui sont potentiellement recherchées pour avoir échappé au service du travail obligatoire, puisque c'est comme ça qu'on appelle, qui décident de partir pour Brest, mais pas pour uniquement échapper au service du travail obligatoire, pour commencer un travail en direction des soldats allemands. Alors pourquoi ils le font à Brest? Parce que contrairement aux autres villes, du fait de l'arsenal, les autorités militaires ne font pas tourner leurs militaires tous les 6 mois. En principe, les autorités allemandes avaient décidé que tous les 6 mois, un soldat allemand ne restait que 6 mois dans la même ville, de façon à ce qu'il n'y ait pas des liens qui se créent avec la population française. Mais à Brest, ils ont besoin de gens qui ont une connaissance technique pour faire fonctionner la base navale. Alors, ils ont d'abord du personnel civil, mais ils ont aussi beaucoup de militaires. Et donc, ils décident de les laisser sur place. Mais évidemment, des personnes qui vont rester 1 an et demi, 2 ans, etc. Bon, la vie fait qu'on se rend compte, qu'on discute, etc. Hein. Et bon, ça, c'est ce qui va amener donc ce petit groupe à dire qu'on peut peut-être travailler sur Brest. Donc les 5 Nantais, ils arrivent d'abord à Quimper. Hein. C'est des responsables. Alors quand on parle des responsables, c'est des responsables qui sont très jeunes. Hein. Il y a notamment celui qui va être responsable de tout le travail allemand, qui s'appelle Robert Cruau, hein, qui est un jeune postier, mais qui a la singularité de parler l'allemand. Hein. Il y a Georges Berthomé et son frère Henri, hein, qui deviendra le mari de Eliane Ronel, et 2 autres, Serge Tuoden et Alex Bourquillot. Et ces 5, bon, arrivent à Quimper, ils sont accueillis chez Eliane. Hein, et il y a un premier travail qui est important, c'est qu'il faut qu'ils changent d'identité. Et Eliane, elle a une copine des auberges de jeunesse, bon là le nom m'échappe, mais qui bosse à la préfecture, et donc qui est d'accord pour récupérer des cartons de pièces d'identité. Alors c'est moins sécurisé qu'aujourd'hui, hein, et faire des fausses cartes d'identité pour les personnes. Hein. Et donc, par exemple, Robert Cruau, bon, qui est sans doute le plus connu parce qu'il va être assassiné en octobre par les nazis, devient Kosker est son prénom. J'ai oublié son prénom, Robert Kosker, non c'est pas Robert. Donc, tous ont un nom clandestin. Donc, après ce passage à Quimper, ils rejoignent Brest et ils commencent ce travail en direction des soldats allemands. Et ils vont le faire pendant plusieurs mois. Ils vont réussir à ce que les Allemands, à ce que on ne sait pas exactement le nombre, entre 12 et 15 Allemands, constituent un groupe spécifique anti-nazi et sortent leur propre journal anti-nazi en allemand, hein, qui est distribué. Alors évidemment, c'est des risques qui apparaissent un peu incroyables. Hein. On a retrouvé un exemplaire de ce bulletin, on n'a pas retrouvé les 4 autres, on a simplement le témoignage du Français qui les a imprimés à 150 exemplaires. Évidemment, dès qu'il y a un premier numéro qui circule, on imagine facilement que la police politique allemande est sur les dents. Ce qu'on sait simplement, c'est qu'on va arriver en octobre 43 avec une arrestation massive et sauvage euh, qui, qui va toucher tout d'abord les Allemands eux-mêmes et une partie du groupe des Français. Alors après, on ne sait pas bien, il y a des choses qu'on ne sait pas, parce que, par exemple, on n'a pas encore retrouvé les noms des Allemands. Exactement. Hein. Ça c'est un problème parce qu'on sait que par les Français qui ont été arrêtés
à Brest et ensuite transféré au siège régional de la Gestapo à Rennes et emprisonné à Rennes. On sait que les Allemands du groupe ont été fusillés. Hein, c'est ce que leur ont dit les Allemands. Mais quand on n'a pas de corps, on a toujours un doute. Hein. Et donc ce travail est en cours. Après, on a peut-être une piste là depuis finalement quelques semaines, c'est qu'en allant chercher dans les registres des cimetières, c'est-à-dire que moi je l'ai appris d'ailleurs il n'y a pas très longtemps, c'est que dans chaque cimetière il y a le registre des personnes qui sont inhumées. Et donc il y a un chercheur, un historien et un ami brestois qui s'appelle Jean-Yves Gangan, qui a eu la bonne idée de faire ça. Et donc dans un cimetière qui s'appelle Carpentras, il a retrouvé le cimetière. Il recherchait le cimetière où avait été inhumé Robert Cruau, qui avait été tué quand il a été arrêté en tentant de s'échapper. Et il a retrouvé que la même semaine, 2 soldats allemands ont été fusillés par les Allemands. Donc après, on ne sait pas pourquoi ils ont été fusillés. Hein. Mais nous avons aujourd'hui 2 noms de soldats allemands qui ont été fusillés. Et a priori, donc les recherches, on sait leur nom, prénom, lieu de naissance, lieu de mort, effectivement. Ils sont enterrés dans un grand cimetière maintenant allemand tout près de Brest. Mais bon, évidemment, l'intérêt, c'est à partir de ces noms d'essayer de savoir, parce qu'il doit y avoir peut-être des archives encore, mais c'est pas sûr. Voilà, c'est ça ce qui est recherché. Pour revenir à Eliane, cette trame, donc elle va être arrêtée le lendemain. Hein, parce qu'évidemment, on se rend compte que la police, la Gestapo allemande, en lien avec la police française, a fait tout un travail de recherche et ils viennent l'arrêter dans sa boutique à Quimper. Et elle a évidemment à l'étage un certain nombre de tracts clandestins, etc. Donc elle est emmenée à Rennes. Alors le traitement, il va pas être très élégant. Hein. Le traitement à l'arrestation, il est assez terrible. Grâce à Jean-Yves Gangan, on vient de retrouver, y compris ça peut vous servir, on vient de retrouver l'officier allemand qui les a interrogés et torturés. Parce que on avait un certain nombre de témoignages de ceux qui sont revenus de déportation et qui disaient ils l'appelaient cercle d'or parce qu'il avait des lunettes rondes avec voilà. Et en recherchant dans les archives de la Gestapo de Rennes, parce qu'il y a eu un procès de cette antenne de Gestapo de Rennes à la Libération, la Gestapo de Rennes ayant été particulièrement brutale, et c'est le mot est gentil, dans la répression dans le Finistère, hein, notamment après le débarquement. Hein, il y a vraiment eu un moment où c'était vraiment il y a eu vraiment une violence terrible et c'est un document, on a même le portrait de ce bonhomme, etc., etc. Donc c'est aussi des choses ça veut dire que l'histoire peut permettre après de reconstituer. Donc Eliane pour elle va être envoyée à Ravensbrück, hein, en déportation. Et donc on a quelques courriers d'elle. Hein, qui permettent un peu de suivre sa trajectoire. Ce qui est étonnant, c'est quelqu'un qui a d'abord, effectivement, elle a été torturée à Rennes, mais comme tout le monde. Hein. Alors, il y en a un qui a été le plus, parce que ce qui était terrible pour la Gestapo, c'est qu'ils voulaient faire parler les responsables. Et ils savaient que Robert Cruau, hein, qu'il connaissait comme Max, c'est son nom dans la clandestinité, était le responsable du travail allemand. Et donc, comme Robert Cruau a tenté de s'échapper, qu'il a été tué, ils étaient en difficulté, etc. Après, ils avaient une autre personne, hein, qu'ils connaissaient comme Lestat. Ils étaient persuadés qu'il s'appelait pas Lestat. Ils avaient raison, mais personne n'a pu l'identifier. Donc c'était la personne qui devait remplacer Robert Cruau parce qu'il s'était rendu compte que peut-être qu'il était un peu usé et qu'il fallait pas prendre de risques. Donc Lestat qui s'appelait en réalité Marcel Beaufrère va être aussi déporté et lui va revenir de déportation. Hein. Donc finalement il y a une bonne douzaine de gens du Finistère qui vont être déportés sans aucun procès.
c'est aussi une singularité de cette expérience qui peut être intéressante pour vous, parce que très souvent, les Allemands faisaient des procès. Alors des procès à charge, des procès qui n'avaient rien de démocratique, etc., etc. Mais un procès public quand même, hein, voilà. Et dans le cas de ces jeunes qui avaient un travail en direction des soldats allemands, ils ont considéré que c'était ce qui y avait de plus grave que d'essayer de corrompre, entre guillemets, des soldats allemands, hein. Et donc ils ont été envoyés en déportation sans le moindre procès, hein. Euh, Quelques-uns, enfin plusieurs sont morts. Eliane est revenue et donc c'est l'intérêt, c'est on a quelques éléments de témoignage sur son séjour à Ravensbrück, hein, qui était quand même un des camps assez rudes. Euh, on peut considérer que ce qui a aidé à ce qu'elle survive, c'est qu'elle est arrêtée en octobre 43. Elle est déportée vers novembre, je crois, hein, à Ravensbrück. Et donc finalement, quand la libération du camp va se faire, elle va passer un petit peu moins d'un an finalement dans le camp de concentration, hein, qu'un camp de travail. Et elle est libérée et elle va être emmenée pour des soins en Suède. Elle va être soignée en Suède avant de revenir à Quimper. Et c'est quelqu'un qui a toujours été extrêmement solide, y compris pendant sa déportation. Et celui qui va devenir son mari à la libération, qui est l'équilibreur des enfants. Moi, je connaissais bien une de leurs filles, qui était une très bonne amie, qui est hélas décédée il y a 3 ans, Martine Berthomé. Et Henri, et bien, ils vont s'installer à Quimper. Et Henri, lui, a été son mari, hein, donc aussi un Quimperois, hein, et avait été déporté à Buchenwald. Hein. Et lui est revenu alors que son frère Georges, qui était le deuxième qui avait fait un peu le travail allemand, lui n'est pas revenu. Donc je trouve que voilà, c'est une trajectoire locale pour vous. C'est peut-être ça qui peut être intéressant, qui articule une résistance, mais une résistance singulière, qui est une résistance parce que finalement c'est très 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 peu connu. Tire le fait d'une résistance qui considère évidemment que les nazis sont l'ennemi, mais pas les Allemands. Ça c'est très rare, hein. Vraiment à l'époque c'est très très minoritaire. Alors après, il y a sûrement des critiques à faire. On peut interpréter, on peut discuter des choix qu'il faisait. Quand on a fait notre bouquin, on a fait le choix plutôt on a fait un travail d'historien, on a redonné l'ensemble des documents qu'on avait, hein. Après, chacun peut apprécier, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a ce parcours de cette jeunesse. Là, je trouve que c'est vraiment très très important. Ceux qui ont le plus résisté au nazisme ce sont les jeunes, de façon très très claire, hein, avec des risques insensés et un courage insensé. Et vouloir s'adresser aux soldats allemands pour leur dire vous pouvez être anti-nazi comme nous, etc., c'est assez insensé. Il y avait beaucoup de chances que ça se termine pas bien, etc. Peut-être ont-ils été trahis, peut-être ont-ils été infiltrés, on ne sait pas exactement. Bon, ça, on ne saura jamais. Sauf si on retrouve les archives de la Gestapo et qu'elle parle, mais pour l'instant, on recherche. Voilà, donc c'était une idée que j'avais eue quand vous m'avez proposé ça. Alors après, il y a plusieurs personnes de Quimper qui ont été déportées. Bon, donc je dis, il y a Henri Guéguin, Henri Boris, qui a été déporté. Et puis il y a plusieurs personnes, hommes et femmes du Finistère, plusieurs qui ne sont pas revenus. Quelques-uns qui sont revenus, donc qui sont revenus marqués, parce qu'évidemment on ne vient pas de la déportation, c'est des gens extrêmement affaiblis, etc. Et en règle générale, ça aussi je trouve que c'est assez admirable, c'est des personnes qui ont repris leur vie normale, quoi, hein, qui ont pas dit on a été des héros, etc., etc., qui ont repris leur boulot, hein. Et ce qui est étonnant, c'est il faut 80 ans pour qu'on remette en mémoire, avec le travail de recherche qu'on a fait, ce réseau qui finalement qui était totalement méconnu ou connu que de quelques initiés, enfin en gros des proches. Voilà. Et alors que finalement c'est quelque chose d'assez remarquable parce que en même temps, c'est peut-être que ça ouvre sur des perspectives
qu'on souhaiterait pour aujourd'hui, dire à savoir que d'abord que les peuples d'Europe puissent discuter, etc., etc. Enfin, je pense que ça permet des choses dans votre travail si ça vous intéresse. Alors après, les personnes sont connues, hein, on peut prendre aussi plusieurs personnes qui ont des prestations, voir des différents camps, tout le monde n'est pas pareil, mais vraiment le fait, là, pas de procès, déportation, voilà, avec le cheminement classique, hein. En gros, on part de Rennes, on est emmené au pré-camp allemand de Compiègne, hein, où on passe quelques jours avant de prendre le train, les fameux trains de la mort, qui vous emmènent, voilà. Par exemple, les deux frères Berthomé étaient ensemble dans dans ce train de la mort, et c'est simplement en arrivant à Buchenwald que les Allemands se sont rendus compte que c'était deux frères, et donc ils les ont séparés. Donc c'est aussi quelque chose d'un peu émouvant. Bon, les auberges de jeunesse venaient avec quelques années, enfin, avaient été officialisées en France, on va dire, en 1936 par ce gouvernement de gauche progressiste dit du Front populaire, et elle donnait un petit espace de liberté aux jeunes. Alors globalement, avant, il n'y en avait pas. Hein. Il y en avait pas. Les logements étaient très souvent des logements petits pour des familles qui étaient souvent grandes. Donc l'effet d'avoir des espaces d'autonomie pour les jeunes, ça c'était vraiment quelque chose d'impossible. Et le lien, enfin, les liens avec les parents étaient très souvent des liens assez autoritaires. Hein. Éliane Ronel avait la singularité d'avoir des parents qui étaient libres penseurs, donc c'était bon, on va dire beaucoup plus ouverts. Mais ça, c'était pas la généralité. Et le fait d'encourager les auberges de jeunesse, c'était de permettre aux jeunes, notamment aux jeunes ouvriers et ouvrières, mais tous les jeunes travaillaient globalement, hein, c'est sans doute un petit peu différent pour les jeunes paysans, bon, pour les jeunes ouvriers et ouvrières, de pouvoir se retrouver, d'abord pendant les congés payés, qui était le nouvel acquis du Front populaire, donc on avait 15 jours de congés payés, de se retrouver le week-end, et dans un lieu à soi, que l'on autogérait, hein, où il n'y avait pas où les jeunes s'organisaient et pouvaient à la fois avoir, il y avait l'aspect festif, hein, le fait de se retrouver, mais aussi c'était un lieu où on pouvait discuter librement. Hein. Et les grosses préoccupations des jeunes de 16-18 ans, bon, en 38-39, hein, c'est évidemment la montée de la guerre, c'est la question du risque du nazisme, c'est la question de la guerre d'Espagne avec les réfugiés espagnols qui arrivent et le fait que la République risque de s'effondrer. Bon, et c'est ces débats qui vont animer, en plus des débats classiques de tout jeune sur quelle autonomie, etc., etc. J'ai rencontré, en travaillant sur notre livre, ça c'était tout à fait intéressant, parce que j'ai rencontré une vieille dame de Nantes qui avait 94 ans, mais qui était vraiment en forme, et qui était une ancienne des auberges de jeunesse, et qui expliquait qu'elle avait réussi à convaincre son père d'y aller, mais son père lui disait, il n'est pas question que tu ailles en short. Et bon, après, elle disait des heures de discussion, ils avaient fait un accord. Elle devait partir en jupe de chez elle, et dans la rue, elle ne pouvait être qu'en jupe et rentrer qu'en jupe. Et après la rue, elle pouvait se mettre en short. Bon, alors c'est des choses qui nous font un peu sourire aujourd'hui, mais cette aspiration à l'autonomie, c'est-à-dire le fait de pouvoir profiter simplement de la nature. Enfin, il y avait dans le Finistère, bon, évidemment, c'était plutôt la mer qui attirait, hein, et à Nantes, on avait aussi les bords des rivières, la bord de la Loire et de l'Air, où il y avait des camps. Et c'était dans les deux cas, ça a eu un rôle extrêmement important. Mais c'est vraiment cette notion de dire les jeunes s'auto-organisaient. Ils se prenaient en charge, et y compris organisaient pendant les 15 jours des voyages. Il y a eu beaucoup de voyages qui ont été organisés. Donc il est vraisemblable que, mais ça, elle n'a pas écrit là-dessus, Eliane, il est vraisemblable qu'elle ne soit pas partie toute seule en Allemagne. Elle est partie sans doute avec un groupe de jeunes, et après bah, elle s'est baladée en vélo en Allemagne, etc., etc. Parce que bon, elle n'est pas allée en Allemagne en vélo de Quimper. Ces 15 jours n'y auraient pas suffi pour faire l'aller-retour. Donc
ça c'est. Alors après, quand la guerre est arrivée, euh, les les auberges de jeunesse étaient d'abord parce que les troupes allemandes sont arrivées fin juin. Hein. Et fin juin, c'est là où un peu les auberges de jeunesse on avait le plus, enfin, bon, en gros, c'est là qu'on se retrouvait, il faisait beau, etc. Enfin, vous imaginez, bon, la mer, etc. Et donc, les jeunes ont continué de se retrouver. Alors, dans une situation particulière, parce que la mobilisation, quand la France a déclaré la guerre à l'Allemagne en septembre 39, elle a touché les un peu plus vieux. Hein. Et donc, en gros, beaucoup, enfin, on peut dire que tous les personnes de plus de 20 ans et de 22 ans étaient mobilisées et restaient les jeunes. Hein. Et dans ces auberges de jeunesse, il y a eu des discussions très grandes sur qu'est-ce qu'on peut faire. Par rapport et puis des désaccords aussi très grands. Il y avait des accords entre les sensibilités politiques. Il y a une chose dont je n'ai pas parlé, c'était en 38, la révolution russe allait pas loin. Hein. La révolution russe, qui a été un espoir extraordinaire en 1917, elle a que 20 ans. Donc ils ont entendu parler. Mais en même temps, cette révolution russe, elle est devenue, pour beaucoup de jeunes, un repoussoir. Hein, parce que ce qui était l'annonce d'une poche de liberté, ça apparaît déjà comme la répression de Staline, comme les meurtres, etc. Et des meurtres qui ont lieu, y compris pour tous les opposants à Staline, y compris en France. Donc ça, tout ça, c'est un mélange qui se fait, et il y a beaucoup de débats. Il y a beaucoup de débats, notamment aussi tant en Loire-Inférieure, qui était le nom de la Loire-Atlantique de l'époque, et qu'en Finistère, avec des groupes anarchistes qui sont très forts sur Brest, qui sont un peu moins forts sur Nantes. Euh, le rapport au parti politique n'est pas le même qu'aujourd'hui. Ça, c'est quelque chose qui est très important. C'est-à-dire, tous ces jeunes, ils ont compris que la victoire électorale du Front populaire, qui a amené quand même un changement énorme. Hein. On se dit, il n'y avait pas de congé du tout. Hein. Les gens n'avaient pas de congé. Hein. Ils travaillaient toute l'année, donc l'avoir 15 jours, c'est absolument fantastique. Réduire, enfin, avoir un temps de travail maîtrisé, enfin, vraiment, il faut vraiment mesurer tout ce que ça a bouleversé dans la vie sociale, hein, et puis pour les jeunes encore plus, quoi. Avoir un gouvernement qui encourage le fait qu'il y ait des lieux, hein, pour les jeunes où ils puissent se voir. Alors les lieux, c'est pas toujours des lieux physiques. Hein. Il y avait beaucoup de campings, hein, qui existaient, beaucoup de campings. Et après, dans la résistance, ces jeunes, et notamment parce que Eliane Ronald, par exemple, a été très vite une responsable du mouvement des auberges de jeunesse dans le Finistère, c'était comment faire qu'il y ait des lieux solides, hein, où on puisse se voir toute l'année, etc. Et ils ont réussi à acheter des vieux bâtiments, souvent qu'ils retapaient. Hein. Donc, et notamment, il y a une auberge de jeunesse qui va avoir un rôle majeur, qui se situe entre le Fou et puis comment s'appelle une ville un peu plus au nord, j'ai oublié. Hein. Et qui est en pleine campagne, et qu'ils vont acquérir. Alors après, je sais pas exactement comment par quel piège, je sais pas, hein, mais qui a un rôle très important parce que c'est quelque chose qui appartient aux auberges de jeunesse et dans lequel on peut se retrouver, y compris sous l'occupation. Hein, rien n'interdit des jeunes de se retrouver dans leur lieu qui leur appartient. Et et la résistance de ce petit groupe trotskiste, c'est petit, mais c'est sur le Finistère et la Loire-Inférieure, c'est entre guillemets assez gros. Hein. Moi, j'ai fait des recherches précises sur la Loire-Inférieure. On est arrivé à 36 personnes recensées, hein, qu'on a identifiées formellement. C'est à peu près le même nombre dans le Finistère. Donc c'est pas beaucoup à l'échelle du département, mais à l'échelle de ce qu'était la résistance, c'est considérable. C'est ça qu'il faut vraiment prendre en compte. Et donc ils vont se retrouver dans ces auberges de jeunesse parce qu'ils ont aussi ça c'est un point très fort dans l'auberge de jeunesse, c'est qu'il n'y a pas de chef. Hein. Personne n'est là pour dicter aux jeunes ce qu'ils doivent faire. C'est la question de dire, c'est un mot. Je crois que le mot n'existait pas à l'époque de auto-organisation. Hein. Il arrive beaucoup plus tard, mais c'est le fait de dire voilà, c'est moi la vieille dame dont je vous parlais, elle me disait.
à un moment, il y avait des groupes politiques qui voulaient nous infiltrer, mais nous, on pouvait pas. C'est nous qui décidions. Hein, voilà. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui a été très très fort tout le temps. Hein. Donc, il laissait une grande place à la discussion, une grande place à la décision, avec sans doute des, bon, voilà, hein, c'est des jeunes, des mesures de sécurité, etc. Mais bon, ils se posaient un peu moins parce qu'ils étaient moins repérés par la police française, hein, parce que évidemment la plupart des arrestations sont les conséquences de la police française. C'est ça qui est terrible. Donc évidemment les sous occupation allemande, mais la police de l'État français, pas la République, hein, était travaillait main dans la main avec la Gestapo. Hein. Et c'est absolument effrayant quand on revoit dans les archives ces preuves. Hein. Et notamment tous les militants syndicalistes, etc., qui étaient un petit peu âgés, ils étaient repérés. Hein, ils étaient repérés, on retrouve les fiches, et les fiches sont transmises évidemment à la Gestapo. Donc évidemment, si quelqu'un est arrêté, bon, en règle générale, ça se passe très mal. Les jeunes avaient cet avantage de ne pas être encore fichés. Donc c'était un petit peu plus compliqué. Hein. C'est pour ça, et l'autre dernière chose, c'est qu'ils étaient, enfin, ils tenaient vraiment, enfin, la question de la démocratie dans leur fonctionnement est quelque chose de tout à fait intéressant. C'est-à-dire que même, c'est quelque chose, moi, qui m'a beaucoup surpris, quand je vous disais, là, les grosses arrestations de Brest qui vont amener la déportation de Eliane et de ses amis en octobre 43, elle est précédée au mois d'août par un stage de formation-discussion dans cette maison de jeunesse, enfin dans cette auberge, cette maison hein, qu'ils ont entre le Fou et puis j'ai oublié le nom de la ville au nord du Finistère, un petit peu, c'est vraiment entre les deux. Et ils vont faire un week-end. Hein, où ils travaillent, enfin bon, parce que là on a des comptes rendus écrits hein, de ce qu'ils ont fait, où ils travaillent par groupe, où ils ont des discussions. Il y en a qui travaillent sur comment résister aux Allemands dans l'entreprise, d'autres comment on travaille, comment on fait pour le travail en direction des Allemands, etc. Et il y a 35 personnes qui sont réunies. Alors bon, d'un point de vue sécurité, on n'en revient pas, mais c'est vraiment le fait, et c'est aussi une singularité de ce réseau, c'est de considérer qu'on n'est pas là, qu'on n'est pas des personnes qui sont là pour obéir. Et ça a un écho énorme sur les jeunes. On est là pour choisir la résistance qu'on fera. Hein. C'est bon, je pense que et après ces opérations jeunesse vont se perpétuer à la libération. Au début, bon, par exemple, Eliane et Henri vont se retrouver dans les auberges de jeunesse, mais après ils seront dépassés par l'âge. Et ces auberges de jeunesse vont dicter des âges. Ils vont dire, alors je crois que c'est 25 ans, à partir de 25 ans, on n'y est plus. On fait autre chose, voilà. Hein. Les auberges de jeunesse sont un lieu qui est préservé par ses statuts hein, que se donnent les jeunes, où on ne sera pas écrasé par des personnes qui veulent nous manipuler, c'est-à-dire qu'on choisit ce qu'on peut. Ça, c'est vraiment un truc assez exemplaire, et je trouve que ça explique finalement la capacité qu'ont eu ces jeunes résistants de faire des choses que les autres n'avaient pas prévues. On leur a pas dit vous allez aller vous attaquer à ça, etc. C'est elles et eux qui décident. Et l'autre élément, c'est aussi la mixité, parce que ça, c'est aussi assez rare dans la résistance. Une résistance qui soit mixte, pas seulement par solidarité, parce que c'est mon copain ou ma copine, etc. Mais la mixité comme aussi un projet de société choisi. C'est-à-dire que dans la résistance, il porte aussi un autre projet de société. Et finalement, Wauquiez de Quimpérois, enfin bon, c'est Éliane Ronel et Henri Berthomé, finalement, toute leur vie, ils sont restés assez fidèles à ça, c'est-à-dire d'essayer de chercher des... bon, c'est aussi une belle image, je crois, je trouve, de la résistance. On a retrouvé beaucoup de lettres, de textes qu'on fait, de comptes rendus qu'on fait, qu'a écrit Eliane et Henri. Euh, bon, pour qui ils les ont fait pour eux d'abord, parce qu'ils voulaient arriver à comprendre pourquoi il y avait eu ces arrestations, etc. Ils ont beaucoup travaillé là-dessus. Bon, voilà. Après, il y a un certain nombre de documents qui sont liés, mais ça, si vous travaillez sur la déportation, vous savez qu'il y a maintenant pas mal de, de musées en ligne où on retrouve à peu près tous les documents de déportation sur les personnes.
ouais, qui permettent, on retrouve leurs cartes, etc., etc. Mais ça, je pense que vous savez faire ça, hein. Autrement, il y a des adresses, c'est pas très très compliqué. Et euh, enfin, je pense que c'est quelque chose qui, euh, enfin, moi, c'est une idée, hein, mais c'est vous qui verrez. Mais je trouve que ça peut être intéressant, quoi, hein, vraiment parce que vous avez les lieux. D'abord, vous avez des lieux où ça s'est passé. Après, sur Quimper, il bossait beaucoup avec des jeunes de l'école normale. Il y avait une école normale qui, alors je sais pas où elle est, hein, géographiquement, mais il y avait un certain nombre de jeunes qui après vont apparaître publiquement en 45, en 46, etc. Voilà. Et bon, et il y a un dernier point peut-être qui est quand même qui a beaucoup marqué, c'est qu'il y avait eu en 41 qui est, bon, un acte qui a beaucoup marqué la Seconde Guerre mondiale, qui était les fusillés de Châteaubriand, hein, près de Nantes. Et dans les fusillés de Châteaubriand, il y avait l'ancien maire de Concarneau, hein, qui s'appelait Pierre Guéguin, et un ami à lui qui s'appelait Marc Bourris, qui était prof à Tréguinck. Et pourquoi ces deux... Bon, alors, tous les victimes ont le droit au même hommage, etc. Enfin, ça, je crois vraiment que c'est très clair, etc. Mais pourquoi ces deux-là, je les ressors? Parce que Pierre Guéguin qui était un élu communiste, maire de Concarneau, avait quitté avec fracas le Parti communiste quand il y avait eu le pacte germano-soviétique, donc le pacte Hitler-Staline. Voilà. Il avait, en plein conseil municipal, il avait annoncé qu'il déchirait sa carte du Parti communiste et qu'il n'acceptait pas et Marc Boris, qui était un instit, Guéguin était aussi un enseignant, était un militant, lui, d'un peu du petit groupe trotskiste qui existait à l'époque, et bon, il partageait une communauté d'analyse, hein. Et euh, à la Libération, quand bon, ils sont dans les deux fusillés de Châteaubriand, quand ils ont été, alors vous savez, à Châteaubriand, les Allemands ont fait fusiller 28 personnes, principalement des responsables syndicaux et des responsables communistes. Et après, ils avaient mis les corps dans 6 communes différentes, loin de Châteaubriand, et donc des communes qui n'étaient pas desservies par le car pour que les gens viennent pas s'y recueillir. Et les corps des fusillés étaient anonymes. C'est-à-dire que, bon, il n'y avait pas de nom, etc. Donc, à la libération, donc évidemment, il y a eu. Les corps ont été identifiés, etc. La plupart ont été exhumés pour être enterrés près des leurs, hein. Et il y a eu vraiment à Quimper et Concarneau, il y a eu vraiment quelque chose de très fort, hein. Ils ont été exhumés et réenterrés. Ils sont tous les deux côte à côte d'ailleurs au cimetière de Concarneau qui est dans la ville. Et c'est en septembre 46 ou 45, je sais plus, septembre 45 je crois, et qu'ils ont été et on a des rassemblements de plusieurs milliers de personnes pour leur rendre hommage, hein. Euh, mais aussi des rassemblements où les débats, les désaccords vont réapparaître. C'est ça qui est assez surprenant, hein. C'est-à-dire que il y a le choix de la famille, et c'est là qu'on va retrouver. On a des comptes rendus qui ont été faits par Eliane, par exemple, de ces événements, où on a la famille de Guéguin et de Boris qui maintiennent le respect de l'identité, hein, de leurs parents morts, en disant non, non, il avait rompu avec le Parti communiste, par exemple, hein. Et donc, à la Libération, c'est quelque chose de très très compliqué parce que le Parti communiste est extrêmement fort et a tendance enfin, en gros, à nier un autre type de résistance. Donc c'est aussi pour ça que la résistance de ces petits groupes euh, qui se réclament de Trotsky, mais il faudrait pas les comparer à des groupes qui aujourd'hui pourraient se réclamer de Trotsky. Ça n'a rien à voir. On est dans une autre période, hein. C'est euh,
Je pense que le rattachement, c'est plutôt un attachement à la liberté de penser, un refus tant du fascisme nazi que du stalinisme. C'est vraiment ces aspirations à la liberté. Et on va les retrouver, et sur Quimper, notamment le couple après, le couple Boris, hein, Pierre-Éliane et Henri, vont être très présents dans l'aide à la Yougoslavie. Hein, il y aura les premières brigades de solidarité avec la Yougoslavie, hein, la Yougoslavie qui recherche une voie à l'époque. Bon, c'est pas l'éclatement actuel entre qu'à 5 pays. Bon, c'est un pays non aligné et qui est bon, qui apparaît comme un espoir de fonctionnement démocratique sans être sous la coupe tant des États-Unis que de l'URSS de l'époque. Voilà. Et il y a des jeunes qui organisent des groupes. Alors on a pas mal de photos, etc., de ces groupes de jeunes hein, qui vont pour 15 jours donner un coup de main pour construire, pourquoi donner, enfin bon, donner un coup de main. Alors c'est assez symbolique. Hein, je pense pas que le coup de main soit décisif pour le pays, mais par contre c'est décisif pour les idées que ça avance. Et je crois qu'on ne peut pas, effectivement, cette résistance, elle est aussi liée à un projet. Et leur projet, c'est effectivement un projet finalement d'une très grande liberté des jeunes, des personnes, et de considérer qu'on ne peut pas imposer enfin, l'espoir d'une autre société qui était leur espoir, il ne peut être fait que par les personnes eux-mêmes. On peut pas, c'est pas il n'y aura pas un génie qui va améliorer les choses. Hein, ça ne peut être que, et ça, je trouve que on voit toujours ça dans leurs textes. Il y a beaucoup, beaucoup de textes, donc c'est possible de vous les, par un biais ou une autre, de faire des copies, de vous les envoyer, etc. Bon, ça c'est bon, un peu de recherche, mais c'est possible. Alors, on a aussi un certain nombre de lettres de lettres euh, par exemple des lettres quand Eliane était elle faisait des lettres ils ont le droit hein, même dans les concentrations on peut écrire hein, alors c'est après il y a des trucs qui sont terribles parce quand on revoit les lettres, ben les lettres, le timbre, c'est la tête d'Hitler, donc ça fait un bon. Souvent, il faut écrire en allemand, hein, parce qu'il y a une censure. Donc souvent les lettres sont assez bon, c'est tout va bien. Bon alors qu'on imagine bien qu'en camp de concentration tout va bien. Ça, bon, mais en même temps, elle fait preuve d'une force morale cette femme qui est assez considérable. Oui, alors après, bon, les dimensions, la première dimension, elle est simple, hein, un pays occupé aspire à sa liberté. Hein, c'est de considérer que l'occupation, bon, le fait de dire la France vit à l'heure allemande, non seulement c'était vrai, puisque l'heure avait été alignée sur l'heure de Berlin, mais bon, finalement, toute la production servait essentiellement à l'Allemagne en guerre, c'est-à-dire que c'est quelque chose où l'oppression est vécue de façon terrible. Hein, qui en gros, alors moi je n'ai pas travaillé trop sur, moi je travaillais plus sur Nantes et la région. Mais par exemple, la famine existe à Nantes, hein, parce que les troupes allemandes, bah, elles vivent vraiment très bien, etc. Ça, c'est un aspect qui est très fort. Le second aspect, c'est effectivement une répression contre tout ce qui oppose. Hein, qui est menée conjointement, comme je l'ai dit, par évidemment la police politique et par la police de l'État français, hein, avec ben, c'est assez surprenant. Hein, je veux dire, quand vous êtes aux archives et vous trouvez une lettre du préfet de Loire-Atlantique qui dit au chef de la commandanture, écoutez, à Nantes, avec les SS, c'est un vrai bonheur de travailler parce qu'on partage à peu près tout. Bon, on a beau le savoir, quand on a le document, ça fout en colère. Hein. Donc ça, c'est un aspect premier. Deuxième, la résistance, elle est multiple. Elle est multiple et évidemment les deux pôles de la résistance les plus importants, c'est la résistance gaulliste hein, et c'est la résistance communiste. Bon, après, ce qui est intéressant quand on travaille par exemple sur, comme on l'a fait sur Finistère et Loire-Inférieure, c'est qu'on se rend compte qu'il y a plein de passerelles.
Hein. Et je vais prendre un exemple. Par exemple, quand le groupe nantais arrive à Brest, donc ils se font embaucher dans les chantiers autour de la base. C'est pas très compliqué, il y a besoin de personnel, etc. Et il y a un des Nantais, qui est le frère d'Henri Berthobet-Georges, qui a un diplôme à l'équivalent d'ingénieur aujourd'hui. Et donc il fait du repérage assez précis sur les points fragiles de la base et il décide de l'envoyer à Londres. Hein. Et comment ils font pour l'envoyer à Londres? C'est parce que le responsable de la résistance gaulliste à Brest, donc là j'ai oublié le nom mais c'est dans le livre, est un gars que leurs copines et copains de Brest ont connu parce que dans la jeunesse, ils ont fait des choses ensemble. Hein. Donc, bon, on n'a pas ça partout, je pense, hein, mais là, on a le cas vraiment précis où ce groupe qui finalement on peut être qualifié de résistant trotskiste va faire du repérage précis, hein, et va le transmettre à la résistance gaulliste qui l'envoie à Londres. Et Londres, enfin, il y a un bombardement qui est reconnu comme ayant été très efficace, qui va paralyser la base sous-marine pendant quelques semaines. Hein. Et De Gaulle lui-même, sur Radio Londres, va féliciter le réseau Front Ouvrier. Hein. Donc c'est bon. Après, il y a évidemment la résistance communiste qui est peut-être la plus importante. Mais après, il y a deux choses. Cette résistance, elle est réelle, hein, elle est forte, elle va entraîner enfin, elle est héroïque. Hein, c'est indéniable. En même temps, il y a beaucoup de réécriture à la Libération. À la Libération, il y a beaucoup de résistants qui se découvrent. Hein. Et voilà, les résistants étaient finalement très très peu en 40-41, ça c'est absolument sûr. 43-44, pourquoi ils ont beaucoup grossi? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont refusé d'aller au STO, qui rentrent dans la clandestinité et qui doivent simplement se défendre. Hein. Et il y a une chasse à l'homme qui existe, hein. Vraiment, bon. Et c'est ça qui va gonfler un peu les rangs de la résistance. Il y aura beaucoup de personnes qui vont se faire arrêter, descendre, etc. Enfin, je veux dire, bon, c'est pas des tendres en face. Hein. Bon, donc c'est vraiment c'est les deux grands courants. Puis après, il y a aussi les courants des victimes. Hein. Bon, dans le courant des victimes, il y a la question de la Shoah et des Juifs, hein, de la chasse aux Juifs. Hein. Alors, c'est pas quelque chose qui est abordé directement comme ça, souvent dans les feuilles de la résistance. Il n'y a presque jamais d'article. C'est quelque chose qui est assez surprenant aujourd'hui, à 80 ans après, de voir que finalement ils écrivent pas beaucoup. Alors même par exemple sur Nantes, enfin moi j'ai retrouvé que dans leur groupe à Nantes, il y a un jeune juif qui est un militant des 39, hein, qui s'appelle Elie Grousquet. Et puis là, justement, la semaine dernière, j'ai récupéré plein de documents sur lui, et qui va être arrêté en tant que juif en 41. Hein. Et c'est un jeune juif qui est originaire de Lituanie, hein, où il y avait un antisémitisme très grand. Ses parents avaient quitté la Lituanie et qui arrive en France et à Nantes. Bon, ils ont un petit magasin de fringues, etc., etc. Et en 41, ils sont arrêtés et donc Elie Grousquet va être lui déporté dans un camp en Allemagne et il fait partie des 5% de juifs qui vont revenir d'Allemagne. Ça veut dire on a un interview de lui, etc., qui donne un certain nombre d'éléments, et ça, c'est assez intéressant. Donc, c'est aussi un pan de la résistance, parce que il y a beaucoup de Juifs qui ont vendu leur peau le plus cher possible, hein, qui peuvent se retrouver dans différentes sensibilités. Mais ça, c'est un point qui est grand. Alors après, cette répression raciste des nazis, elle touche tout autant les tziganes, hein, bon, avec des camps, etc., etc. Hein, alors il y a un point, mais je pense que peut-être faudra pas que vous compliquiez au-delà de ce qui est nécessaire, mais c'est vrai que mais, hop, parce que j'ai récupéré le livre là que mon copain, qui est un livre très bien de Soma Morgenstern, qui est un juif qui était un Allemand, hein, anti-nazi,
et qui a été emprisonné à la déclaration française, un tir avant cette année de, je sais plus comment on appelle ça, la fausse guerre, quoi, hein, où la guerre est déclarée mais il se passe rien. Hein, et il y a un camp de déportation qui est tout près de Quimper, à Audierne. Hein. C'est bon, un camp qui avait été fait pour accueillir entre guillemets les réfugiés espagnols. Et puis après, à la déclaration de la guerre en septembre 39, la République à l'époque considère que tous les Allemands sont potentiellement des ennemis. Hein, et les Allemands qui sont tous des anti-nazis sont arrêtés et réunis dans des camps. Et donc ce camp qui est juste de l'autre côté d'Audierne, je ne sais plus comment s'appelle le nom du village, là, Pitteville. Et le témoignage est absolument effarant parce que les conditions sont scandaleuses. Alors c'est pas les camps de concentration nazies, il faut pas exagérer, mais les conditions sont absolument abominables. Hein, et surtout, c'est surtout le seul exemple où les autorités françaises vont garder leurs détenus jusqu'à l'arrivée des nazis et remettre des clés aux Allemands. Hein. C'est le seul cas. Hein. Alors heureusement, les gardiens ont été plus souples et plusieurs ont réussi à s'échapper. C'est le cas de Sarah Morgenstern qui a fait ce témoignage. Mais c'est quelque chose, bon, voilà, qui montre à la fois les difficultés de cette résistance. Mais vraiment, c'est vraiment les trois pôles. Hein. En gros, il y a ce pôle gaulliste hein, qui est très fort, ce pôle communiste qui va après, hein, après que Hitler ait décidé d'attaquer l'Allemagne, parce que après la signature du pacte germano-soviétique, il y a une certaine neutralité des communistes. Hein. Et simplement quand Hitler attaque l'URSS, hein, que le Parti communiste rentre réellement dans la résistance. C'est un petit peu moins vrai en Bretagne où il y a semble-t-il, des premiers éléments de résistance. Et puis après, il y a vraiment la résistance des jeunes hein, qui est importante. La résistance de ce petit groupe de trotskistes, elle apparaît un peu marginale à l'échelle ça c'est absolument net. Elle est méconnue aussi, hein, parce que finalement, elle a eu un impact assez grand sur les deux villes hein, qu'on a étudiées, mais je pense effectivement que ça reste des petits groupes.